Le président du FASO rend hommage au député du Conseil national de la transition. Michel Kafando a prononcé un discours ce matin au CNT. Il a salué le travail accompli par les députés durant la transition ainsi que la résistance organisée par le président Chérif Sy pour faire échec au putsch de l'ex-RSP. Et puis on s'achemine vers la révision de la Constitution. Dans la foulée ce matin, le principe a été acté par les députés. Un premier pas avant l'examen de la proposition de loi dans une semaine. Plusieurs amendements sont en vue, notamment le verrouillage de l'article 37 et la suppression du Sénat. Et puis cette semaine, le Burkina à l'unisson marque un arrêt pour rendre hommage aux martyrs, un an jour pour jour après l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Quels sont les grands moments de cette commémoration? Réponse tout à l'heure, le ministre Youssouf Ouattara de l'administration territoriale est notre invité. Le tremblement de terre qui s'est produit hier en Asie du Sud a fait au moins 300 morts, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. La situation est particulièrement chaotique au Pakistan, où certaines sources avancent le chiffre de 600 morts. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce léger cafouillage au départ. Le président du FASO devant les députés du Conseil national de la transition, c'était ce matin. Michel Kafando a prononcé un discours dans lequel il a dressé un bilan du travail du CNT. Il a salué l'engagement des députés tout au long de la transition ainsi que la résistance organisée par le président Chérif Sy après le putsch de l'ex-RSP. Les moments forts de cette allocution avec Ibrahima Sombier et Ernest Kambiré. C'est un discours historique, empreint de solennité, de reconnaissance que le président du FASO, président de la transition Michel Kafando, a prononcé devant le Conseil national de la transition. Une adresse bilan de la transition fort applaudie par les 85 députés présents pour cette première d'un chef d'État burkinabé devant la représentation nationale. Devant les députés, Michel Kafando a tenu d'abord à préciser la légitimité des actions du CNT, émanation directe et spontanée de la volonté populaire exprimée les 30 et 31 octobre 2014. Onction du peuple, vous êtes la quintessence même de la représentation nationale et c'est en cette qualité que, président de la transition, je viens vous saluer et surtout vous rendre un vibrant hommage. S'agissant du travail législatif des députés dans le cadre de la transition qui s'achève, le président du FASO a relevé qu'il a été immense, allant des préoccupations quotidiennes de la vie aux nécessités de la vie nationale. Michel Kafando a salué en particulier l'œuvre législative du CNT qui s'est impliqué dans la recherche de la justice avec la mise en accusation devant la Haute Cour de justice d'anciennes personnalités et qui a surtout permis, dans le cadre d'une enquête parlementaire sur les fraudes fiscales, de recouvrer 4 milliards de francs CFA pour le trésor public. Pour Michel Kafando, l'histoire retiendra aussi qu'en matière de réforme, le CNT et le gouvernement auront fait œuvre utile. Peut-être n'avons-nous pas mis l'accent sur la plus importante qui aurait pu transformer fondamentalement les pratiques et les mœurs dans le domaine du développement. Je veux parler des réformes économiques, mais c'est moins la volonté que le temps qui nous a fait défaut. Laissez-moi vous dire cependant que vous n'auriez rien fait encore si vous n'adoptiez pas au plus vite les pertinentes recommandations de la Commission de réconciliation nationale et des réformes permettant d'apurer le passif et de parvenir, après justice rendue, à une réconciliation vraie. Et pour perpétuer la mémoire des victimes de l'insurrection populaire et de la résistance au coup d'État, le gouvernement déposera bientôt devant les députés du CNT un projet de loi qui fera à jamais et légalement du 31 octobre la journée des martyrs. Dans cette adresse aux députés prévue dans la Constitution en son article 50, le président du FASO considère enfin comme un devoir impérieux de la nation de rendre grâce à la Providence pour nous avoir tirés du danger chaque fois que le Burkina et ses institutions étaient gravement menacés. Il me semble d'une grande pertinence que chaque année, nous offrions un grand tédéum en reconnaissance aux maîtres du temps et de l'histoire. Un grand peuple, c'est aussi celui qui sait dire merci. Là où l'exécutif de la transition et le CNT ressentent ensemble de l'inconfort, c'est de n'avoir pas pu répondre à l'exigence qui s'imposait comme une obligation de passer à la 5e République.
Et à l'issue de cette intervention du président du FASO, les députés du Conseil national de la transition apprécient. Leurs propos sont recueillis par Ernest Kambiré et Adama Koulibaly. C'est une adresse qu'il a faite à la nation burkinabé pour qu'elle se réconcilie avec elle-même, et les députés étant les représentants, l'émanation de ce peuple-là, en leur soulignant cela, moi je pense qu'il les rend grâce à ce peuple magnifique. C'est la première fois que cela arrive. On sent à travers ces 10 minutes du discours que le président du FASO a prononcé, l'attitude très humble d'un homme qui a toujours tout mis en œuvre pour servir son pays au mieux de ses capacités humaines, au mieux de ses capacités spirituelles, au mieux de ses capacités intellectuelles. J'attendais beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de, comme le président du CNT lui-même l'a dit, beaucoup plus d'informations intéressant la vie nationale et intéressant tous les Burkinabés. Mais bon, vous savez, c'est un exercice qu'on ne voit pas tous les jours, depuis longtemps dans nos parlements. Donc à ce titre, le président Kafando est tout excusé. C'est un message historique, c'est un message édifiant, c'est un message en même temps, j'allais dire, bilan de la transition qui devrait conforter le peuple burkinabé dans ses convictions. Et puis, dans la foulée, les députés du Conseil national de la transition ont adopté presque à l'unanimité le principe de la révision de la Constitution. Le prochain rendez-vous sur le sujet, c'est dans une semaine pour l'examen de la proposition de loi. En ligne de mire, plusieurs amendements, notamment le verrouillage de l'article 37 et la suppression du Sénat. Explication, Adama Koulibaly. 80 voix pour et une abstention, voici le résultat du vote du principe de révision de la Constitution par le CNT, le Conseil national de transition. La Commission de réconciliation nationale a eu à déposer un rapport auprès du président du FASO. Dans ce rapport, la Commission avait proposé que la Constitution, nous devons passer à une 5e République. Et je crois que les membres du gouvernement avec le CNT, bon, je vais dire les institutions, sont en cours de négociation pour dire que les élections municipales qui auront lieu en 2016, ça serait couplé avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Je ne vois pas, en espace de 2 mois, on va réviser la constitution et on va remettre en cause cette constitution dans 2 mois. Donc voilà, pour cela, je me suis abstenu. Le président Michel Kafando avait dans son adresse avant cette plénière souligné le non-passage à la 5e République comme l'un des points faibles de la transition. Ce vote marque certainement une étape de plus puisqu'il permet de passer à l'examen de la proposition de loi sur la modification de la Constitution le mardi 3 novembre prochain. Le Burkina Faso, qui s'apprête à commémorer le premier anniversaire de l'insurrection populaire, le pays va rendre hommage aux martyrs ce 31 octobre. Et comme je vous le disais en titre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation est notre invité. Bonsoir, M. Youssouf Ouattara. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, première question, Monsieur le ministre, que reste-t-il de l'insurrection populaire une année après? Bon, il reste de l'insurrection populaire beaucoup de choses. D'abord, cette insurrection populaire a permis d'aboutir à une situation de paix que nous avions perdue au moment où l'insurrection survenait. Ensuite, plusieurs réformes ont été menées dans le cadre de la transition, que ce soit par voie réglementaire ou bien par voie légale. Je pense aussi un des points importants des changements après l'insurrection populaire, c'est le changement de mentalité des Burkinabés, qui est quelque chose qui va durer et qui va permettre en tout cas d'améliorer notre système de gouvernance. Okay. Alors ce 31 octobre, le pays va donc rendre hommage aux martyrs. Où en êtes-vous avec les préparatifs et quels seront les grands moments de cette commémoration? Okay. Donc pour rendre un hommage à nos martyrs, nous avons retenu des actions vraiment significatives entrant dans ce sens. Ainsi, nous avons prévu des offices religieux pour le repos de leur âme. Nous avons prévu également des actions de réflexion, des actions de sensibilisation, de manière qu'on puisse ensemble tirer les enseignements qu'il faut faire de notre histoire en cette circonstance-là.
En plus de cela, nous allons honorer nos martyrs par le dépôt de gerbes de fleurs sur leur tombe. Et à cette occasion, nous allons observer une minute de silence qui va être indiquée par la sonnerie de la mairie. Donc, toutes les activités en ce moment, nous demandons aux populations d'arrêter toute activité, de manière que, de façon, nous puissions observer cette minute de silence-là sur toute l'étendue du territoire. Concrètement, cette minute de silence, quand est-ce qu'elle sera observée et comment vous comptez vous organiser pour que véritablement ça puisse donc se faire de façon synchronisée sur l'ensemble du territoire? Donc la minute de silence sera observée à partir de 9h40. Et la synchronisation se fera avec la mairie de Ouagadougou, les différentes radios auxquelles d'ailleurs nous demandons de nous appuyer, de rester synchronisés avec nous, la télé, tous les moyens disponibles pour qu'à l'heure dite, dès que la sonnerie de la mairie va retentir, que tous les citoyens puissent arrêter les activités qu'ils mènent pour pouvoir observer cette minute de silence. Donc à 9h30, le 30. 9h40. 9h40, le 30. Le 30, voilà. Pas le 31. Pas le 31, c'est le 30 lorsque nous serons au cours de la cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs. Ok, monsieur le ministre, la société civile s'était plainte de n'avoir pas été associée donc à la préparation de la journée d'hommage aux victimes du putsch. Alors cette fois, est-ce qu'on peut dire que le tir a été rectifié? Bon, je dois dire que cette fois-ci, toutes les parties, tous les citoyens sont invités à prendre part. Et nous avons pris les dispositions pour que les différentes organisations de la société civile, à travers leurs structures fêtières, puissent participer non seulement au niveau de la conception des différents programmes qui vont être mis en œuvre, mais aussi nous demandons que tous les Burkinabés, tous les citoyens, à quelque structure qu'ils appartiennent, qu'ils puissent participer massivement aux différentes activités. Et je le rappelle, ces activités, c'est les offices religieux, dont certains ont déjà eu lieu le dimanche passé. Il y a l'office religieux musulman qui va avoir lieu le vendredi prochain. En plus de cela, il y a le dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe des martyrs au cimetière municipal à partir de 9h30. Et il y a enfin l'hommage aux martyrs au cours de laquelle il y aura une décoration des martyrs et la découverte de la stèle dédiée aux martyrs. Okay. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quel jour, quelle activité va se passer. Alors, ça commence quand? Bon, les activités ont commencé depuis dimanche passé. Actuellement, ce sont des activités de communication, des activités de sensibilisation. Le jeudi, il y a une conférence qui va être animée par le professeur Louada, avec comme modérateur le professeur Serge Balima, sur l'état de la démocratie au Burkina Faso. Nous invitons les Burkinabés à assister à cette conférence-là au Sénasa. Et le vendredi, il y a le dépôt de gerbes sur la tombe des martyrs à Ouagadougou. Et le vendredi 31, à partir de 15h, à la place des héros, il y aura aussi, à la place des martyrs, du moins, il y aura aussi l'hommage à nos martyrs. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'au niveau de toutes les régions, il sera organisé des manifestations pour rendre hommage aux martyrs. Alors, monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de rendre hommage aux martyrs de l'insurrection et aux martyrs du putsch, de la résistance en même temps? Parce que quand on analyse les événements, les faits qui ont abouti à l'insurrection et puis à la situation que nous connaissons, c'est la même cause. Que ce soit les martyrs des 30 et 31 ou bien ceux du putsch, c'est pour la même cause, à savoir, ils se sont tous battus pour qu'il y ait plus de liberté, pour qu'il y ait plus de démocratie, qu'il y ait plus de dignité pour le peuple burkinabé. Donc, ayant été victimes pour les mêmes causes, nous pensons qu'il est mieux que la nation puisse les commémorer le même jour dans un élan unitaire. Alors, monsieur le ministre, combien sont-ils exactement, ces martyrs et de l'insurrection et du putsch? Bon, actuellement, nous avons pu dénombrer 42 martyrs, dont 28 de l'insurrection et
14 de push. Voilà. Mais je dois dire aussi que parfois, sans apporter des preuves, on nous demande parfois de considérer certains décès comme des cas de martyrs. Pour ce que nous demandons seulement que les intéressés apportent les preuves pour qu'on puisse examiner et puis leur donner droit éventuellement. Parce que vous savez qu'à cette occasion, il y a eu des décès qui n'étaient pas forcément liés aux événements que nous commémorons. Ok. Alors, et la question de cette indemnisation, parce que c'est une question quand même qui est posée depuis longtemps. Quand est-ce que les familles des martyrs seront indemnisées? Bon, à ce niveau, peut-être que souvent je dis qu'on ne peut pas parler d'indemnisation. C'est comme si on allait réparer le tort qui leur a été causé. Bon, ce n'est pas une indemnisation en tant que telle. Au niveau du gouvernement, plusieurs actions multiformes ont déjà été menées par le ministère de l'Action sociale en termes d'appui aux familles victimes qui ont souffert de ces événements. Et il y a un projet aussi qui est en cours, qui va faire l'objet de communication dans le cadre justement de ces commémorations-là pour apporter un appui aux familles. Bon, l'autre volet, c'est le volet, j'allais dire, lié à la justice. Bon, ces aspects qui sont liés à la justice, il faut que la justice rende son verdict pour qu'on puisse en tirer les conséquences du point de vue de l'indemnisation entre guillemets des victimes. Monsieur le ministre, on parle des martyrs, il ne faut pas également oublier les blessés. Alors, il y a quelques jours, certains se sont plaints d'être abandonnés carrément par le gouvernement. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, je pense que c'est un sentiment que les uns et les autres ont. En ce qui concerne le gouvernement, en tout cas, il n'y a pas une politique ou bien une mesure délibérée de négliger qui que ce soit. Nous pensons que chacun s'est engagé. Il est arrivé que certains aient subi des dommages très graves dans la vie, d'autres ont subi des dommages très graves sur leur personne physique. Vraiment, il n'est pas dans notre intention de négliger qui que ce soit. Et les mesures ont été prises pour leur apporter certains appuis. Et comme je l'ai dit, il y a toute une panoplie de mesures qui sont en cours qui vont être prises dans ce sens également. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci, Monsieur Vedra. Un rappel, Mesdames et Messieurs, l'invité de ce 20h était donc le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur Youssouf Ouattara, qui est venu nous apporter des détails sur la commémoration de la journée des martyrs le 31 octobre prochain. À l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, les étudiants ne sont pas contents. Ils refusent de reprendre les cours si certaines conditions ne sont pas réunies. La liste des revendications est longue. Les étudiants se plaignent notamment de la diminution du nombre de cas de transport, la suppression des cités universitaires en ville et surtout l'augmentation du loyer. Explication Béthibier Naon, Karim Sissé. La rentrée universitaire 2015-2016 connaît un début difficile à l'UPB, l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Actuellement, tous les amphithéâtres sont fermés. Les étudiants demandent de meilleures conditions de vie. Les latrines, même souvent, pour passer même à côté des WC, tu as des problèmes. L'odeur infecte. Il n'y a pas de service de nettoyage. Quasiment, ils viennent qu'une semaine, peut-être 2 semaines. Le problème de coupure d'eau, ça c'est récurrent, très sincèrement. Donc nous attendons de la cité là, on était convaincus en tout cas, vu l'infrastructure, qu'on allait venir, au moins on serait plus à l'aise. À vue d'œil, elle est très belle. Mais quand tu rentres à l'intérieur et tu essaies de vivre, c'est là que tu comprends sincèrement qu'à quelque part, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le riz qui est ici est confronté à beaucoup de difficultés, c'est-à-dire la restauration n'arrive pas à suffire les étudiants. Si ce n'est pas dans ces 2 temps même, ils ont essayé d'améliorer la quantité. Vous imaginez avec 400 plats, et pourtant, les résidents, même ici, dans les cités, là, dépassent plus de 2000 personnes. Et ceux qui ne sont pas dans les cités, est-ce qu'ils ne vont pas manger? Ils font partie également des étudiants, puisque la cité de Belleville est la cité principale de la ville présentement. Il n'y a pas de riz quelque part si ce n'est pas ici. Imagine quelqu'un va quitter à Dafra pour venir manger ici. Vous voyez ce que ça fait. Pour le directeur régional du Centre des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso, c'est un mouvement spontané, né sans préavis. Donc c'est des actions simultanées. Donc nous ne savons pas quelle est la structure qui est derrière, mais en tout cas, à chaque fois que nous sommes allés vers l'information, c'est des groupes d'étudiants qui d'ailleurs, lorsqu'on les renvoie au débat, c'est difficile pour eux de trouver une solution. Alors nous pensons que la lutte que les étudiants ont adoptée ici,
le désagrément est grand. Parce que nous avons assisté à des prises en otage de nos cars depuis le 12, 13, 19 et le 20 octobre. Là, tous ces jours, il y a eu prise d'otage de cars. Ça veut dire qu'évidemment, il n'y a pas eu cours à Nassau. Un fait qui reconnaissent les étudiants. Comme c'est une nouvelle cité, la majorité de ceux qui sont là, on est tous rentrés tout nouvellement. Il n'y a pas de délégué. J'ai un qui est leader qui dit qu'il assure ça provisoirement. Les étudiants de l'UPB entendent maintenir le mot d'ordre de grève jusqu'à ce que leur doléance trouve un écho favorable. Mention bien pour le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale. C'est la BAD, principale partenaire qui décerne la note. Une délégation de la banque était hier sur le terrain dans le Kouritenga pour apprécier le bilan du projet. Mamadou Dabiré, Aruna Mare. Songre Tenga, Toluga et Signogen dans le Kouritenga sortent de l'obscurité. Ces trois villages font partie des 160 localités bénéficiaires du projet Prielaire, le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale. Il a un coût estimé à 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards financés par la BAD, la Banque africaine de développement et le reste, soit 7 milliards au titre de la contrepartie nationale. À 2 mois de la fin du dit projet, le bailleur principal de fonds vient ici s'assurer de sa bonne exécution. Nous avons visé unitairement pour ce projet-là, nous avons visé les zones rurales, donc les zones les plus défavorisées. Et quand nous arrivons dans ces villages, que nous voyons que les villageois, les populations sont heureuses de constater que désormais ils ont de l'électricité et que leurs activités ont commencé à changer, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Ces infrastructures permettent donc à la Sonabel d'étendre son réseau électrique. Éclairage public et raccordement à prix social de populations défavorisées ont été réalisés dans le cadre de ce projet. En termes de réalisation sur 160 localités électrifiées, donc à la date d'aujourd'hui, nous avons 126 localités entièrement terminées et mises sous tension. Donc il reste environ 33 localités qui sont actuellement en cours d'achèvement également. Et nous comptons de boucler dans les 3 mois à venir. Les bénéficiaires se réjouissent déjà de son apport. Il y a eu un changement en tout cas. Il faut faire les soins avec une lampe et ça devient avec l'électricité. C'est plus soulageant. La BAD se dit encore disposée à financer la deuxième phase du projet qui devra débuter courant 2016. Une deuxième phase qui devrait s'intéresser au quartier périphérique des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le Burkina Faso sera à la 21e conférence des partis sur le climat à Paris. C'est du 30 novembre au 11 décembre prochain et la délégation burkinabé ne compte pas faire de la figuration à un mois de l'événement. Tous les membres de la délégation ont été réunis pour une mise à niveau sur le sujet. Il faut dire que cette COP21 revêt de grands enjeux pour l'avenir de la planète. Salifou Belem, Claudine Dimabio, Bikaba. Les participants du Burkina à la conférence des partis de la 21e rencontre internationale sur les changements climatiques se préparent. En effet, le comité d'organisation veut mettre tout le monde au même niveau d'information, d'où cet atelier. Il faut que les gens sachent le niveau d'avancement des négociations et les enjeux de la COP21 à Paris et voir comment nous pouvons nous organiser pour qu'une fois en plus que le mot de l'Afrique puisse être entendu à cette conférence. Pour les pays en voie de développement comme le Burkina Faso, cette rencontre ne doit pas être une rencontre de plus, car en réalité, les attentes sont immenses sur la question. Depuis près de 6 ans, ce sont des discours, et c'est des discours, et finalement rien, parce que sur une prévision de près de 100 milliards de dollars qui était prévue, nous ne sommes même pas à 20 milliards de dollars. De l'avis du secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, ce qui pourrait être l'une des réponses à ces attentes, c'est bien un cadre juridique contraignant qui oblige les pays développés à prendre leurs responsabilités sur le plan financier, mais aussi en matière de transfert de compétences à l'égard des autres pays qui subissent les effets de ces changements climatiques. Des informations météorologiques disponibles et accessibles à tous à tout moment, voilà qui pourrait rendre de grands services face aux menaces liées au changement climatique. En tout cas, c'est l'objectif des services météo du Burkina Faso et pour y parvenir, ils comptent notamment sur le concours des hommes de médias. Paul David Bambara, Ismaël Diloma, Sirima.
Mettre l'information météorologique à la portée des utilisateurs et aussi la rendre disponible pour amoindrir les conséquences néfastes du climat sont autant de raisons qui justifient cette rencontre entre professionnels de la météorologie et hommes de médias. Parce que jusqu'à ce jour, cette relation n'a pas été toujours durable dans le temps. Et nous espérons tenir des partenariats à tous les niveaux, de sorte que l'information que nous produisons au niveau de la météorologie soit effectivement diffusée et pour donc le bien de tous les utilisateurs. Des propositions sont ainsi attendues afin de mieux véhiculer l'information météorologique et de bien se faire comprendre du public. À un moment donné, on va penser peut-être que les prévisions qui ont été faites ne sont pas fidèles, ne sont pas fiables, alors qu'en réalité, c'est un processus dynamique qui demande à ce qu'on fasse toujours des mises à jour. Et au cours de la journée de l'encontre, ce que nous faisons, c'est une sorte d'état des lieux de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les messages de la météo sont bien connus des médias? Est-ce que les produits et services de la météo sont bien connus des médias? Ce projet est soutenu par l'Organisation mondiale de la météorologie qui entend aider la direction nationale à se doter ou à performer leur site web et aussi à mettre en place des plans d'action dans le but de mieux diffuser l'information climatique. Allons à présent à la découverte du festival Navratri. C'est une fête coutumière hindoue dédiée à une déesse. Loin de leur pays d'origine, les Indiens du Burkina perpétuent la tradition. Ceux vivant à Ouagadougou se sont retrouvés ce week-end pour sacrifier au rituel. Konsun Koulibaly, Aruna Mare. Loin de la mère patrie, mais culturellement connectés, ces Indiens vivant au Burkina commémorent ici pour la 4e fois le festival Navratri. Une fête hindoue, célébrée généralement 9 minutes durant au cours desquelles la déesse mère est invoquée. C'est une fête pour la culture indienne, pour faire en honneur de notre déesse, Ma Durga. Les gens sont contents, donc ils expriment leur gratitude. On danse avec béton et sans béton, c'est deux façons de danse. C'est aussi un moment de réjouissance où les danseurs évoluent en cercle et chantent en chœur sur des rythmes traditionnels. Je crois que c'est une façon également de dire notre solidarité avec le peuple indien et dire qu'en réalité, c'est la communauté qui vit ici doit se sentir vraiment en parfaite symbiose avec notre communauté, notre peuple ici, et faire en sorte à développer vraiment cette coopération. La période septembre-octobre est consacrée à cette célébration. Selon cette communauté, le Navratri offre aussi l'occasion de se purifier et de formuler de nouvelles résolutions pour l'avenir. Hors de chez nous à présent en Côte d'Ivoire, 2 jours après l'élection présidentielle, les résultats provisoires partiels arrivent au compte-gouttes de l'intérieur du pays. Pour le moment, le candidat Alassane Dramane Ouattara arrive nettement en tête. Retour sur son parcours et sur le bilan de son premier mandat, suivant ce reportage. C'est en 2011, dans un contexte politique chaotique, qu'Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans après avoir été exclu du scrutin pour nationalité douteuse, son père serait burkinabé et la constitution de Côte d'Ivoire impose au candidat à la présidentielle d'avoir ses 2 parents d'origine ivoirienne. Cet ancien haut dirigeant du Fonds monétaire international et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, Ado, comme on le surnomme souvent, succède alors à son rival, Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien arrêté par les forces d'Alassane Ouattara le 11 avril 2011 dans sa résidence d'Abidjan et incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye. Il attend son jugement pour crime contre l'humanité. L'élection du 25 octobre pourrait être une opportunité pour la Côte d'Ivoire, meurtrie par des années de guerre civile, d'instabilité politique et de conflits, de tourner définitivement la page des violences. En 4 ans de pouvoir, Alassane Ouattara a mis l'accent sur la croissance économique et il a placé son pays sur la pente ascendante. Il lui reste encore pour continuer sur cette voie à renforcer l'existante mais encore fragile réconciliation nationale.
Et puis le tremblement de terre qui s'est produit hier en Asie du Sud a fait au moins 300 morts, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. La situation est particulièrement chaotique au Pakistan où certaines sources annoncent le chiffre de 600 morts. L'Afghanistan est également durement touché. La secousse a été ressentie jusqu'en Inde. Le séisme qui a secoué hier l'Asie du Sud a fait au moins 300 morts. Difficile de connaître le nombre exact de victimes pour l'heure, tant la situation est chaotique ici au Pakistan, le pays le plus touché. Certaines sources évoquent un bilan de plus de 600 victimes. Pourtant, c'est en Afghanistan que l'on trouve l'épicentre, localisé à moins de 100 km de l'Hindu Kush dans l'Himalaya. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter est le plus important qu'ait connu la région depuis le séisme qui a secoué le Népal au mois d'avril. L'un de nos proches m'a appelé pour me dire que la maison de mon frère s'était écroulée et que des enfants étaient blessés, explique ce sinistré. Quand je suis arrivée ici, on était déjà en train de déplacer les blessés. Kaboul a recommandé hier à la population des zones sinistrées de rester à l'extérieur pour éviter de nouveaux drames avec d'éventuelles répliques. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à New Delhi, sans y faire de victimes. Seules certaines localités indiennes voisines du Pakistan ont enregistré des dégâts matériels, à l'image de la chute de cette muraille du district de Réasi. Au Congo, les résultats du référendum sont connus. Le oui l'emporte à 92%, taux de participation 72% selon les autorités. Une victoire sans gloire pour Denis Sassou Nguesso. Selon les éditorialistes burkinabés, les quotidiens reviennent largement sur ce scrutin et dénoncent également la position de la France. La revue de presse, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le référendum au Congo inspire davantage les éditos de ce mardi. Le journal Le Soir tire à boulet rouge sur la France. La France donne sa caution pour un coup d'État, dénonce le quotidien. C'est à ne plus comprendre que le même François Hollande, qui s'était braqué contre le référendum du régime Compaoré au Burkina Faso et qui a usé de tous ses moyens pour faire échec au coup d'État du général Diendéré, trouve une justification au référendum de Sassou Nguesso. Pour l'éditorialiste, la France renforce l'idée selon laquelle elle n'a pas d'amis mais plutôt des intérêts. Triomphe sans gloire pour un tripatouilleur, affirme aujourd'hui au Faso, qui pense d'ailleurs que Denis Sassou Nguesso ne saura tirer aucun mérite d'un scrutin auquel ses compatriotes n'ont pas participé. Et justement, le pays parle d'une réponse humiliante du peuple congolais, non pas à Sassou Nguesso, mais à François Hollande. Le quotidien affirme, sans se tromper, que Sassou et ses courtisans ont échoué. A contrario, l'opposition peut se réjouir du fait que son appel au boycott a été entendu. Et il est certain que le roi Sassou a vécu le peu d'enthousiasme des électeurs comme un crime de lèse-majesté. Revenons sur la politique au Burkina Faso pour terminer. Dans sa réflexion du jour, le journal Le Quotidien s'intéresse au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le parti a tenu la 56e session de son bureau politique national samedi dernier, une prouesse qui n'est pas permise à n'importe quel parti, pense le journal. Le CDP, pour réussir sa mue et se repositionner comme un parti qui compte, doit travailler avec ses hommes valeureux et fidèles à leur choix. Mais l'ex-parti au pouvoir doit tirer les leçons de tout ce qui s'est passé depuis l'insurrection, en passant par le coup d'État foireux de Gilbert Diendéré. Et ces leçons, il y en a à profusion, écrit le quotidien. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.